supportez cela parfaitement, et votre poupon est superbe. » Le marquis de la Monnerie, bougonnant, se tourna vers le berceau autour duquel 3 hommes déjà se trouvaient assemblés, tous vêtus de sombre, une perle piquée dans leur cravate. Le plus jeune était le baron Noël Schoudler, régent de la Banque de France, l'un des grands-pères du nouveau-né, et le mari de la petite femme aux cheveux gris et au teint frais. Noël Schoudler était de stature gigantesque. Son ventre, son torse, ses joues, ses paupières, tout était lourd, empreint de sûreté de soi et du goût des combats d'argent. Il portait une barbe courte, très noire, et taillée en pointe comme celle d'un ruffian. Ce sexagénaire massif entourait d'égards son père, Siegfried Schoudler, l'ancêtre, le fondateur de la banque Schoudler, celui que Paris avait surnommé le baron de tous les empires. Un vieillard maigre, à crâne tacheté et favoris crémeux, au nez énorme et veiné, aux yeux bordés de pourpre mouillé, qui, installé dans le meilleur fauteuil, les genoux écartés, le dos courbé, appelait sans cesse l'oreille filiale pour y faire avec un reste d'accent autrichien des confidences que tout le monde entendait. Le dernier personnage présent auprès du berceau était l'autre grand-père, Jean de la Monnerie, le poète illustre et académicien. De 2 ans le cadet de son frère Urbain, auquel il ressemblait en plus fin, et aussi en plus hépatique, sa calvitie à peine cachée par une longue mèche jaunâtre qui lui faisait le tour du front, il s'appuyait sur une canne en bois des îles. Il n'avait pas pris part à la discussion familiale. Il contemplait le nourrisson, petite larve chaude, aveugle et fripée, dont la figure, à peine grosse comme un demi-point d'adulte, sortait des linges. « Mystère, dit-il. Mystère parfaitement banal et le plus impénétrable, et le seul qui nous importe. » Il secoua la tête d'un air triste, laissa glisser son monocle teinté, retenu par un cordonnet, l'œil gauche découvert, divergeait un peu. « Autrefois, continua-t-il, je n'aurais pu soutenir la vue d'un nouveau-né. Cela me causait un malaise. Cette cécité de l'embryon, ce néant mental, ces membres minuscules dont on sait que les os sont encore gélatineux, et par quel avertissement mystérieux les cellules arrêtent-elles un jour leur croissance? Pourquoi se dessèche-t-on? Les paroles semblaient lui tomber des dents. « Devient-on ce que nous sommes ?» ajouta-t-il avec un soupir. « On finit de vivre et l'on n'a toujours pas compris, pas plus que cet enfant. »« Il n'y a pas de mystère, il y a Dieu, voilà tout, » dit Urbain de la Monnerie. « Et quand on devient vieux comme nous, eh bien, on est comme les vieux cerfs qui ravalent, qui portent moins de bois chaque année. » Noël Schoudler avança son énorme index et le présenta à la main du nourrisson. Alors, au bout des hauts cols raides et glacés, les têtes se penchèrent, inclinèrent leurs bouffissures, leurs rides, leurs paupières chauves ou pourpres, leurs fronts mouchetés, leurs grandes narines grumeleuses, leurs immenses oreilles, leurs mèches jaunâtres ou leurs cheveux dressés soufflèrent dans le berceau l'haleine de leurs bronches usées, imprégnées de cigares, de leurs moustaches tombantes et de leurs dents réparées, pour observer les petits doigts qui serraient, qui crispaient autour du doigt du grand-père une peau mince pareille à la membrane des quartiers de mandarine. « Extraordinaire, dit Noël Schoudler. Ce que ça a déjà de force. » Et les 4 hommes restaient au-dessus de l'énigme, au-dessus de cette combinaison à peine éclose de leur sang, de leurs ambitions, de leurs amours maintenant lointaines. Le bébé commença, sous ce dôme, à prendre une couleur cramoisie et à gémir faiblement. « En tout cas, voilà un qui aura tout pour être heureux, s'il sait s'en servir, » dit en se redressant Noël Schoudler. En homme qui connaissait le prix des choses, le géant calculait tout ce que l'enfant réunissait sur lui, ou réunirait un jour, tout ce qui se trouvait déjà dans le berceau. La banque, les sucreries, un grand journal quotidien, un titre du Saint-Empire, la notoriété mondiale du poète et ses droits d'auteur, le château.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.